J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur aussi de les ouvrir. Josh! Josh! Salut! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des films d'horreur et des conséquences qu'il y a avec le paranormal. Les films d'horreur, on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, en majeure partie quand on regarde un film d'horreur, c'est pour le grand frisson. Le cinéma d'horreur est vraiment très large et très varié. Tueurs, psychopathes, occultes, monstres, aliens, morts-vivants, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais bon, il faut savoir que lorsque le cinéma d'horreur décide de s'attaquer au paranormal et plus particulièrement aux hantises, bien souvent la vision apportée est complètement faussée et déformée, et du coup les téléspectateurs ont une vision complètement fausse du paranormal et des hantises. Surtout ce que ça apporte, c'est une peur extrême, et ça je le constate lorsque je rencontre des gens qui ne sont pas du tout dans le paranormal mais qui ont déjà vécu des choses ou qui sont plutôt intéressés. La première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils ont extrêmement peur. Et quand je leur dis que je vais dans des châteaux hantés pour enquêter, que je me mets dans le noir total, je les vois pâlir vraiment et se dire « mais que t'es complètement folle, pourquoi tu fais ça ?» Bon, j'avoue, c'est des questions que je me pose parfois aussi quand je me retrouve dans le noir total dans un lieu qui m'effraie totalement. Mais en même temps, voilà, c'est la vision qu'ils en ont. Et eux, ils imaginent tout de suite qu'il y a des méchants fantômes qui vont débarquer, qui vont nous agresser, nous tirer par les cheveux, nous tirer dans les escaliers. Alors, je vois déjà les gens arriver dans mes commentaires et me dire « oui, oui, ça existe, ça se voit que t'as jamais vécu ça, mais oui, il y a des gens qui vivent vraiment ça. » Je ne dis pas le contraire. Par contre, ce que je dis juste, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Tous les fantômes ne sont pas méchants, tous les fantômes ne sont pas tristes, tous les fantômes n'ont pas envie de tuer des gens. Bien loin de là, il y en a, très certainement. Il y a des gens qui se font agresser par des fantômes, mais ce sont des cas plus rares que les phénomènes qu'on peut vivre au quotidien. Donc finalement, le cinéma d'horreur nous aide pas vraiment, nous enquêteurs, quand on essaye de démocratiser le paranormal, puisque les visions sont complètement opposées. Mais je vais pas mentir, il y a quand même quelques films qui ont été plutôt justes. Sans oublier que certains ont été inspirés d'histoires vraies. Mais on va voir ça après. D'abord, on va se refaire le petit historique du cinéma d'horreur. Alors il faut savoir que le cinéma d'horreur est aussi vieux que le cinéma standard, c'est-à-dire qu'il a plus de 100 ans, et les premiers films sont arrivés avec le magnifique Georges Méliès. Donc finalement, le cinéma d'horreur a aussi évolué comme le cinéma standard, c'est-à-dire que ça a commencé par des films en noir et blanc et muets, puis des films en noir et blanc et sonores, pour arriver enfin à la couleur, et tous ces films qu'on connaît maintenant avec de multiples effets spéciaux. Si le cinéma d'horreur est vieux de 100 ans, il faut dire quand même que le grand boom a eu lieu dans les années 60-70, l'époque où il y a quand même eu les meilleurs films. Alors oui, je sais, on est toujours là, nous les vieux, à dire ouais, c'était mieux avant. Enfin, je vous rappelle quand même que ce n'est pas une époque où j'ai grandi, mais quand je compare quand même les films, ça n'a quand même rien à voir et on faisait du très très bon cinéma d'horreur à l'époque. Et je vais vous donner quelques exemples de films qui sont sortis dans les années 60-70 et pour ça je vais prendre ma liste parce que je ne l'ai pas retenu par cœur. Le Psychose d'Hitchcock qui est absolument incroyable, merveilleux, du vrai cinéma, qui joue vraiment sur le suspense, qui a un twist incroyable. Ce film, je vous jure que ça ne m'arrive même plus avec des films d'horreur actuels, ce film, je l'ai vu dernièrement, j'ai sursauté comme une merde tellement il m'a fait peur. Il est incroyable, ça c'est vraiment du vrai cinéma. Il y a aussi eu La Nuit des Morts Vivants, Massacre à la tronçonneuse, Carrie, Amityville, Alien, Halloween, Vendredi 13, Freddy, Shining, Shining, please, Shining. Ça aussi c'est du bon grand cinéma, c'est très long, c'est vraiment, ça joue sur le suspense, sur la tension, mais c'est exceptionnel. Evil Dead, L'Exorciste, voilà, tout ça c'était les bonnes années. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on ne sait pas faire de films, parce qu'il y en a de très bons qui sortent, on va voir ça aussi après, mais je trouve qu'actuellement les réalisateurs jouent beaucoup plus sur tout ce qui va être effets spéciaux, hyper sensationnalisme, et ne jouent plus du tout sur la tension et l'attente du spectateur qui est pour moi primordial. C'est ça vraiment qui fait peur. Quand c'est suggéré, quand on attend que le plan dure 10 minutes et que c'est très lent et qu'on se dit putain qu'est-ce qui va surgir, c'est ça qui fait peur. Alors moi je suis cinéphile et évidemment j'aime tous les films, mais vraiment je suis assez fascinée par le cinéma d'horreur. Alors je me dirais pas spécialiste non plus pour autant parce qu'il y a plein de films que j'ai pas vus, mais vraiment c'est un genre qui me plaît énormément. Mais par contre je constate qu'au fil des années il y a eu une évolution. Alors pas seulement avec les films, mais justement moi dans mon comportement. Je me souviens, moi bien avant d'être enquêtrice et de faire tout ce que je fais actuellement, quand je regardais un film d'horreur ça donnait ça. Et maintenant, quand je vais regarder un film d'horreur, ça donne plutôt ça.
plusieurs raisons qui font ça et je pense que vous êtes peut-être d'autres personnes dans ma situation, surtout vous les enquêteurs. Oui, déjà le fait d'être enquêteur et d'aller dans des lieux hantés, s'enfermer dans un lieu hanté, dans le noir total, cette adrénaline et cette peur qu'on a en permanence, bah nous en fait on s'y est habitué. Et les phénomènes auxquels on peut être confronté, les choses moi que j'ai pu voir au cours de mes enquêtes, que j'ai pu entendre, que j'ai pu expérimenter, oui tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, quand je regarde un film d'horreur, surtout s'il est hyper sensationnel, je suis vraiment blasée. On appelle ça le syndrome de l'enquêteur blasé. On est beaucoup dans cette situation, beaucoup d'enquêteurs, surtout si on a des années d'enquête derrière nous. Et c'est rigolo, souvent vous pourrez entendre des enquêteurs au lendemain d'une enquête, vous leur demandez, souvent les petits curieux, ceux qui n'enquêtent pas sont là, alors comment ça s'est passé ton enquête, qu'est-ce que t'as vu? Syndrome de l'enquêteur blasé. Ouais, bah, c'est pas passé grand chose, hein, franchement. Ouais, les basiques, quoi, des bruits de pas, une porte qui claque, il y a une porte qui a claqué, ouais. On entend des voix à un moment, et puis des sensations de froid. Si, je crois qu'on a filmé 2 ou 3 orbes. Ouais, enfin, pas grand chose, quoi, c'était un peu naze. Vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on fait et qui est peut-être effrayé justement des phénomènes paranormaux à cause du cinéma d'horreur, entendre ça c'est juste complètement dingue, c'est juste... Et souvent on me regarde comme ça, quand les gens me posent des questions au lendemain d'une enquête et que je leur réponds des trucs comme ça, ils sont là... Ils comprennent pas en fait pourquoi je réagis comme ça. Mais en fait oui, c'est parce que des fois on a été confronté à des phénomènes tellement effrayants, ahurissants, incompréhensibles, que finalement tous ces petits phénomènes qui sont assez récurrents et basiques et j'ai envie de dire faciles à expérimenter, oui, nous rendent un peu blasés, c'est mal, j'ai honte, pardon. Bref, on va revenir au cinéma. Malgré tout, même si je suis devenue une grosse blasée de la vie, il faut savoir qu'il y a des films quand même qui m'ont bien fait flipper. Et quand je vous parle de flipper, c'est pas seulement sursauter pendant le film, c'est vraiment, on parle de traumatisme à long terme. Il y en a 2 vraiment dans ma vie, et je les ai vus, j'étais plutôt jeune. Justement, j'étais à cette période de ma vie où j'étais encore très effrayée par le paranormal. Et le premier film que j'ai vu, j'avais 12 ans, mes merveilleuses copines, qui sont toujours mes amies aujourd'hui, ont décidé de me baptiser en me faisant regarder L'Exorciste. Alors, comment vous dire que déjà à 12 ans j'étais la fille la plus naïve du monde et la plus douce qui puisse exister, très effrayée par la moindre chose, avec toutes les histoires de maisons hantées que j'avais entendues quand j'étais gamine, j'étais juste horrifiée. Par contre j'avais jamais vraiment entendu parler encore de possession de démons. Quand j'ai vu ce film après, alors non seulement je me suis totalement chiée dessus quand j'ai vu le film, mais après ça été un vrai problème parce que je ne voulais plus dormir. J'avais très peur de m'endormir et d'être possédée. Et du coup, comme je pouvais pas m'empêcher de penser à ça, je me disais putain arrête d'y penser parce que tu vas y penser, le démon va venir en toi, tu vas être possédée et tout. Et du coup, c'était un cercle vicieux. Je pouvais pas m'arrêter d'y penser et du coup je voulais pas dormir. Donc pendant des jours j'ai pas dormi, ou à peine, parce qu'on sait très bien que quand on dort pas pendant des jours on finit par mourir. Et ça m'a vraiment traumatisée pendant longtemps, à un point que pendant très longtemps j'ai refusé de voir le film, et d'ailleurs je ne l'ai toujours pas vu, mais je pense que je suis prête, je vais peut-être essayer de le revoir. Je ne pouvais pas écouter la musique, tout ce qui faisait référence à l'exorciste, pour moi était un cauchemar, vraiment. Donc l'exorciste, et puis un peu plus tard, en 1999, je m'en souviens très bien, ça a été le projet Blair Witch que j'ai vu au cinéma à sa sortie avec ma bande de potes. J'avais 17 ans, j'avais commencé mes recherches dans le paranormal, mais comme j'avais pas vraiment fait de terrain encore, j'étais encore assez effrayée. Et le projet Blair Witch, je savais que j'allais au cinéma avec mes potes, mais je savais pas vraiment ce que j'allais voir, donc ils m'ont emmené voir ce film. Et on est quand même à une époque où il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Donc toutes les bandes annonces, tout ça, enfin c'était le cinéma à l'époque où même tout, les informations c'était très différent. Pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, vous pouvez pas vous rendre compte en fait. Donc on va au cinéma avec mes potes voir le projet Blair Witch. Je me souviens que je vois sur l'affiche écrit un petit peu ce qui est expliqué dans la bande annonce. Voilà, on a retrouvé une vidéo, les jeunes ont disparu, tout ça. Et je vois ce film, j'ai tellement peur quand je vois le film que c'est au-delà de la peur par l'écrit, c'est vraiment je suis terrorisée, je suis sur mon siège et je suis raide de terreur.
Je me souviens qu'on sort du ciné, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure encore pendant 1 heure je crois, j'arrivais pas à me retirer des images de la tête. Alors comme j'étais déjà un peu plus grande, pour dormir ça a été, par contre pendant longtemps j'ai refusé d'aller dans les forêts. Et finalement j'ai toujours considéré pendant longtemps que c'était l'un des films les plus effrayants au monde, et à l'époque d'ailleurs le film se tannait d'être le plus effrayant au monde. Et finalement je l'ai revu il y a quelques années, et alors, c'est peut-être encore le retour de l'enquêtrice blasée, mais j'ai pas trop compris. Alors c'est vrai il est assez bien foutu dans le sens où grande attente et scène très très forte. Mais vraiment le film, à part ça, tient à 4 scènes qui sont assez sensationnelles, très fortes, très effrayantes. Mais sinon c'est très long, faut vraiment s'accrocher même j'ai envie de dire pour le regarder parce qu'il est assez chiant. Et en fait quand je l'ai revu je me suis un peu fait chier, je me suis dit si je l'avais vu pour la première fois à l'âge adulte là, certainement que je l'aurais même pas considéré dans les films que j'ai appréciés. Mais je dirais quand même pas que le projet Blair Witch est un film nul, c'est un très bon film que je garde quand même dans ma liste des favoris. Et après on passe sur une liste des films qui sont aussi dans mes préférés mais qui au-delà de ça sont selon moi les films les plus réalistes. Alors on parle bien là de ma vision à moi que j'ai sur le paranormal avec mes recherches, mais c'est des films quand je les ai vus qui m'ont parlé, qui m'ont touché en plein cœur et où je me suis dit waouh, là le réalisateur il en est pas loin. Il a bien compris la thématique et vraiment il a tiré sa flèche au cœur de la cible quoi. Peut-être que pour d'autres personnes ce sera complètement faussé, mais moi en tout cas ce sont des films qui me touchent. Donc tout d'abord il y a le film Les Autres qui est génial. C'est du génie pour moi, c'est vraiment ça. Alors en termes de cinéma déjà, la façon dont le film est amené c'est très très bien. Comment il amène la part de mystère tout au long du film avec le twist à la fin, c'est juste du génie. Les acteurs sont géniaux, Kidman, DS. Et puis l'histoire finalement, donc ce twist où tu te dis putain merde ouais truc de ouf, et où tu te dis ah ouais mais ouais c'est ça. Et en fait j'aime le fait de se poser la question de qui est le fantôme de l'autre. Et donc je me souviens que sur 2-3 enquêtes il se passait des trucs et je me disais mais ça se trouve là c'est pas des fantômes que je suis en train d'entendre, je suis juste connectée à un autre monde sans prétendre que moi je suis morte mais avec des vivants. Et des vivants qui pensent qu'ils parlent à des morts aussi. Et pourquoi pas on évoque souvent, nous en tant qu'enquêteurs, la possibilité de friction de monde, de dimensions parallèles, de dimensions superposées, enfin c'est encore plus complexe que les fantômes là, mais c'est des théories qu'on expose et certains phénomènes nous font penser que ce serait absolument probable. Donc finalement, quand on est en enquête, définir ce qui est fantôme, ce qui ne l'est pas. Alors fantôme c'est assez simple, puisque ce sont les mémoires résiduelles, donc ça on arrive à le définir. Mais dès que ça devient intelligent, c'est difficile de définir ce que c'est, si ce sont des esprits ou si ce sont des vivants. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme d'entité. Et du coup, le film et les autres, pour ça, est très parlant et il est vraiment très juste. Ensuite, dans le même genre, il y a eu le Sixième Sens qui est assez intéressant. Alors je sais qu'il a fait un carton à l'époque. Pareil, en termes de cinéma, c'est juste génial comment ça amenait avec le twist final où tu fais putain, mais je l'ai pas vu arriver. Et où tu remets d'ailleurs en question tout le film, t'es obligé de le revoir une deuxième fois pour te dire attends, mais là, mais c'est pas possible et tout. Et en fait, si, ça fonctionne. Mais surtout, ce que j'aime, alors sans parler du twist final, j'aimais le fait qu'on abordait la vision de l'enfant sans que ce soit horrifique comme dans Poltergeist, mais vraiment un enfant qui voit des fantômes. Et au cours de mes recherches justement je m'étais beaucoup intéressée à la vision de l'enfant. D'ailleurs je vous ferai certainement une vidéo plus tard sur les enfants et la vision qu'ils ont du paranormal parce que c'est assez intéressant. Alors on est d'accord, c'est vraiment assez horrifique, mais je trouve que ça va encore. Et finalement, sur les phénomènes qui sont souvent exposés, on parle souvent de spectres. Donc les spectres, ce sont ceux qui se montrent tels qu'ils sont quand ils sont morts. Moi je sais que j'en ai pas vu, mais je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, donc il est fort possible que des enfants puissent voir des spectres. Et dans ce cas-là, finalement tout le film pourrait corroborer avec les phénomènes réels. Dans mon top 3, mon troisième film n'est pas du tout un film d'horreur, mais j'ai quand même envie de le partager avec vous, parce que si vous ne l'avez pas vu, pour moi c'est un film qu'il faut voir, et qui est très beau, qui m'a beaucoup fait pleurer, mais qui est aussi selon moi très juste. Et ce film s'appelle L'au-delà, Hereafter,
en anglais. Alors l'au-delà c'est un film de Clint Eastwood avec Cécile de France, Matt Damon, et quand il est sorti je me souviens, il n'a pas très bien marché. Les gens qui comme moi aiment Clint Eastwood en tant que réalisateur ont été assez déçus, les critiques ont été assez violentes, et d'ailleurs les critiques ciné, donc de professionnels, ont été encore pires. Il est très mal noté en fait. Et bon, bah moi je me suis pas fiée à ça, je l'ai regardé et je l'adore, vraiment j'adore ce film. Et je trouve que la vision du coup est plutôt juste. Ça aborde vraiment 3 histoires, c'est 3 histoires qui vont finir par s'entrecroiser, mais 3 histoires qui à la base sont pas du tout liées. Donc il y a Cécile de France qui est à Bali au moment du tsunami, qui va vivre le tsunami, qui va avoir une NDE, et cette NDE va lui changer la vie. Elle va décider de se concentrer sur ses recherches en termes de NDE parce qu'elle a vraiment frôlé la mort et qu'elle a eu cette expérience. Il y a aussi donc Matt Damon qui est un médium tel qu'on peut le voir, parce qu'il y a les médiums qui le vivent très bien, et il y a les médiums qui sont complètement horrifiés par ce qu'ils vivent et qui ont vraiment une vie de cauchemar. Et donc Matt Damon est un petit peu cette personne, il vit reclus, c'est un médium qui ne veut plus être médium parce que il supporte plus en fait tout ça. Et il y a l'histoire de 2 jumeaux qui sont assez fusionnels, qui ont un petit peu une vie de merde et des parents de merde. Et puis bah, il y en a un des deux qui va mourir. Et donc vraiment tout au long du film on suit tous ces personnages à travers justement cette approche des phénomènes paranormaux, du paranormal, de la vie après la mort, puisque ça aborde justement finalement la vie après la mort, l'au-delà. Et c'est vraiment juste pour moi, c'est vraiment un beau film, et je pense que j'adore Clint Eastwood en tant que réalisateur, mais pour moi il a fait l'un de ses plus beaux films et c'est un des films les plus justes dans son approche sur le paranormal. Mais bon, maintenant on va aborder le cinéma qui a osé s'inspirer d'histoires vraies. Et là, c'est déjà une autre paire de manches, parce que déjà quand on voit un film d'horreur et quand on voit, comme je vous disais tout à l'heure, justement ces gens qui vont se dire « Ah putain, le paranormal, c'est hyper effrayant, les fantômes sont méchants, tout ça », et qui vont vraiment prendre pour acquis ce qu'ils voient dans les films d'horreur. Quand le film mentionne qu'il est inspiré de faits réels, oui en effet, ça n'aide pas, hein. Mais justement je pense que ces films-là sont d'autant plus intéressants. Il faut juste remettre les choses à leur place, c'est que c'est du cinéma, c'est inspiré, c'est-à-dire que dans l'histoire, ils se sont inspirés d'une histoire et ils en ont fait un film. Donc il y a plein de choses à partir de là qui sont hyper romancées. Dans les films, que vous savez déjà que ce sont des histoires vraies et qui sont justement hyper sensationnelles et romancées, il y a Amityville et il y a Conjuring. Sans parler de l'histoire, parce que l'histoire, ces 2 histoires sont justement tellement connues de par les films, justement. Amityville aussi par rapport au roman. Mais déjà, on va commencer par Amityville. Donc Amityville, déjà, des films, je crois qu'il y en a eu, je sais pas combien, il y en a eu plusieurs, sans que ce soit des suites, c'est juste des reboots à chaque fois, des réalisateurs qui se disent « Ah, moi je vais faire mieux, et je vais refaire le même film ». Voilà, donc ça déjà, ça m'énerve. Amityville peut être une histoire intéressante, si ce n'est qu'il y a une grosse controverse autour de tout ça, et qu'il y a un débat qui ne terminera jamais, et sur lequel je ne sais pas du tout me placer, en fait. L'idéal aurait été que je visite ce lieu pour avoir un avis, mais maintenant les propriétaires sont d'ailleurs très emmerdés, parce que cette maison a toujours cette apparence, elle existe toujours. Je me souviens qu'il y avait une rumeur à l'époque qui disait qu'elle avait été détruite, mais pas du tout, cette maison existe, elle est près de New York. Et les proprios sont assez emmerdés parce qu'il y a des gens en permanence qui s'en approchent en fait, donc ils sont jamais tranquilles. Donc il y a des panneaux partout qui disent approchez pas ou on appelle la police. Cette controverse, c'est simplement que y a ceux qui sont pro Amityville et qui disent mais si, bien sûr ça existait, et puis il y a ceux qui disent que c'est complètement faux et qui vont jusqu'à dire que le roman n'est qu'un roman de fiction et que tout après par la suite a été inventé et que les enquêteurs sont de mèche, à savoir que justement les Warren qu'on voit dans Conjuring ont fait partie des enquêteurs, des premiers enquêteurs qui ont attesté que Amityville, tout ce qui se passait à Amityville était complètement vrai. Mais le souci avec les Warren, alors je sens que je vais encore me faire lapider, mais je tiens à préciser que je n'ai pas d'avis et que je ne vais pas donner d'avis, je vais juste dire ce qui se dit, les controverses. Donc s'il vous plaît, ne m'insultez pas en commentaire comme quelqu'un l'avait déjà fait sur une autre vidéo, je n'ai pas d'avis. Du coup, on va rebondir sur les Warren et les Conjuring, parce que je crois qu'il y en a eu 2.
Alors, les Warren, oui, sont très connus, sont la paire d'enquêteurs les plus connus, les plus vieux dans ce milieu, avec Lorraine qui est donc médium, Ed qui est donc démonologiste et qui partent enquêter sur des cas, qui donnent de leur temps, qui finissent par prendre des objets, par avoir ce musée hanté qui existe toujours avec la fameuse Annabelle. Ils ont fini par former certaines personnes de leur famille, comme Johnny Zaffis, qui est aujourd'hui enquêteur aussi, et qui a aussi un musée, et qui a fait un show para qui s'appelle Haunted Collector, voilà. Donc il y a vraiment, on va dire, une success story autour de tout ça. Vraiment, je sais que pour beaucoup, les Warren, c'est vraiment les mentors, quoi. Après, moi comme je suis allée beaucoup aux US et que j'ai parlé avec beaucoup de monde, voilà, j'ai entendu les gens qui disaient oui oui, les Warren, absolument, formidables, des mentors. Et puis j'ai entendu les gens qui disaient, bah pareil, que tout était mytho en fait. Qui s'étaient inventé des personnages, qu'ils avaient inventé des objets hantés, qui s'étaient fait pas mal de fric parce qu'ils ont gagné en effet beaucoup d'argent, et que voilà, qu'ils avaient juste créé des personnages pour qu'on parle d'eux tout simplement. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est là en fait que je ne vais pas donner mon avis, j'ai presque envie de vous dire je m'en fous. Est-ce que les films qui ont été inspirés d'histoires des Warren sont du coup inspirés de faits réels? C'est difficile à dire. Sinon dans les films qui ont aussi été inspirés de faits réels, eh bien il y a L'Exorciste. Et je peux vous dire que quand j'ai appris ça, j'ai un peu déchanté déjà que c'est le film qui m'a fait le plus peur au monde. Donc quand j'ai vu que c'était inspiré d'un fait réel, j'ai eu ma petite goutte de transpi qui est passée comme ça et j'ai fait non. Mais si, c'est bien inspiré d'un fait réel. Alors, c'est là où justement la phrase inspirée d'un fait réel est très intéressante puisque l'histoire en soi n'a absolument rien à voir avec l'histoire du film. C'est vraiment inspiré. En fait, il faut savoir que L'Exorciste a été inspiré d'un roman qui s'était inspiré d'un fait divers dans un journal, un fait divers qui faisait quelques lignes. Bien évidemment, il s'était renseigné ensuite par la suite, mais voilà, c'est rigolo de se dire que un film a été inspiré finalement d'un petit fait divers dans un journal de ville, et ça s'est inspiré d'une histoire qui s'est passée dans les années 50. C'était un petit garçon et pas une petite fille comme dans L'Exorciste. Il a été appelé dans le roman Robbie, son nom a été changé, et vous allez comprendre pourquoi après. Et donc ce jeune garçon qui avait 14 ans faisait pas mal de Ouija. Et donc du coup ça a commencé comme ça pour ce jeune garçon, il faisait du Ouija tout seul. Et puis dans la maison dans laquelle il habitait, il a commencé à avoir des bruits incessants, des objets qui commençaient à se déplacer. Lui il commençait à avoir des comportements très étranges, il changeait d'attitude tout le temps, il pouvait parfois être très violent. Puis parfois il avait très peur, il se mettait à hurler sans raison. Donc à l'époque on faisait souvent appel au prêtre dans ces cas-là, donc c'est ce que les gens ont fait, ils ont fait appel à un prêtre. Mais le prêtre en fait a d'abord conseillé de le faire hospitaliser. Sauf que à l'hôpital ils se sont rendus compte que c'était pas du tout médical, qu'ils pouvaient absolument rien faire et qu'en plus le pauvre du coup comme ils pouvaient pas le guérir, ils avaient rien à lui donner. Et il l'attachait au lit mais il était tellement violent, il s'en prenait aux infirmières, il les agressait, enfin... Voilà, l'hôpital a fini par le renvoyer chez lui en fait. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Robbie, une fois chez lui, a aussi été attaché à son lit, un petit peu comme dans le film, qui était toujours aussi agressif. Du coup là enfin les prêtres ont décidé de s'intéresser à lui, mais en même temps ils étaient un petit peu perdus parce qu'ils essayaient de l'exorciser mais ça ne fonctionnait pas. Et le prêtre en question qui s'occupait surtout de lui était vraiment en train de défaillir au fur et à mesure qu'il s'occupait de Robbie. Vraiment sa santé était très mauvaise, il s'affaiblissait énormément. Et ils ont décidé un jour de le communier. Donc il paraît que cette séance-là de communion a été hyper violente, hyper compliquée. Mais Robbie a fini par prendre l'hostie. Et par la suite, il s'est calmé peu à peu. Ça a fini par disparaître. Donc il faut savoir que Robbie actuellement est toujours vivant, qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, qu'il a une grande famille maintenant et c'est pour ça qu'il a décidé de conserver l'anonymat. Mais voilà, Robbie, pendant une partie de son adolescence, a été considéré possédé puisqu'encore aujourd'hui, ou en tout cas après tout ça, la conclusion des prêtres était que réellement Robbie était possédé. Et maintenant Robbie est une personne en bonne santé, en tout cas par la suite a été en bonne santé. Dans le même genre que l'exorcisme, il y a justement l'exorcisme d'Emily Rose, qui est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. Alors là je sais que beaucoup connaissent cette histoire puisque c'est juste l'histoire la plus triste je crois et la plus connue de possession.
Anneliese Michel qui était une ado en Allemagne et on est dans les années 70. Ça commence par des crises d'épilepsie, ou en tout cas ce qui a été appelé crise d'épilepsie, puisqu'en fait Anneliese avait des spasmes assez violents. Et toujours à cette époque, on faisait toujours d'abord appel à l'église plutôt qu'au médecin. La famille a appelé des prêtres parce que c'était assez incessant, elle faisait beaucoup de crises. Et les prêtres ont refusé d'exorciser Anneliese. Avant de faire un exorcisme, les prêtres doivent avant tout vérifier que la personne est bien possédée en respectant des points bien précis. Et en fait, il faut savoir que si un point n'apparaît pas dans les symptômes de la personne dite possédée, eh bien il n'y a pas d'exorcisme. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Anneliese en fait. Les prêtres qui l'ont consultée ont estimé qu'elle n'était pas possédée, donc pas d'exorcisme. Mais à côté de ça, l'hôpital disait aussi qu'elle n'était pas malade, donc pas d'hôpital. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Anneliese s'est retrouvée chez elle, à faire ses crises, à se mettre à hurler, à être très agressive parfois, et que ses parents ont fini par l'attacher au lit. Il faut savoir que ça s'est passé pendant des années, et que parfois ces crises qui n'étaient finalement pas des crises d'épilepsie, mais vraiment des convulsions et des spasmes très violents, lui brisaient même les os. Donc en fait, pendant des années, à vue d'œil, Anneliese dans son lit s'est brisé les os, a fini par maigrir parce qu'elle, vers la fin, elle refusait de s'alimenter. Il faut savoir que là, on parle vraiment d'années. Et que c'est seulement au bout de 7 ans que les prêtres se disent « Ah ouais, elle est peut-être vraiment possédée ». Donc là, ils commencent à faire les exorcismes, sauf qu'apparemment, il n'y en avait pas qu'un, parce qu'il y avait plusieurs démons en elle, et que ça a duré des semaines et des semaines, que ça a été très long. On a fait à Anneliese 67 exorcismes, qui ont été enregistrés et que je voulais vous faire écouter, mais je ne vais pas vous imposer ça parce que moi-même je ne suis pas capable d'écouter ça, mais sachez que les audios sont facilement écoutables et trouvables sur YouTube. Vous tapez Anneliese Michel audio enregistrement et vous allez les trouver. C'est assez dérangeant en fait parce qu'on l'entend souffrir, on entend ces différentes voix de, on va dire, de démons, parce que désolée, je fais les guillemets, mais pour les pro-démons, vous allez me trouver infect, mais bon, c'est toujours difficile à conclure en fait. Quand on n'a pas vu la scène ou qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas l'affirmer à 100%, donc moi je ne sais pas. En tout cas, Anneliese, à la suite de ça, après le 67e exorcisme, a fini par mourir de fatigue. Elle avait aussi une pneumonie. En fait, quand on regarde l'histoire comme ça, on se rend juste compte qu'on a juste laissé mourir cette pauvre gamine sur le long terme. Et que justement, pour une fois, j'ai envie de dire, la justice a peut-être bien fait son boulot, c'est-à-dire que on a estimé qu'il y avait eu des négligences, on a fait attacher une gamine pendant des années à un lit. Alors certes, il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait l'aider, mais je sais pas, je suis juste dépassée par ça, la laisser crever de faim et tout. Donc ouais, il y a une grosse négligence et il faut savoir que les parents et les prêtres ont été condamnés justement pour ça. Et au final, cette histoire qui est horrible en termes de possession, et pour moi aussi surtout simplement horrible d'un point de vue humain et d'un point de vue négligence. Moi, elle me touche beaucoup cette histoire, et quand je vois les photos d'Anneliese, ça me fait beaucoup de peine en fait. C'est pour ça que moi je finis par me demander est-ce que c'était vraiment de la possession, c'en était certainement, mais qui ne deviendrait pas fou attaché à son lit en permanence, sans personne qui veut vous aider, avec une maladie de départ que personne ne décèle certainement parce que dans ces années-là, la médecine n'était pas assez avancée, et puis des gens autour de vous qui tout de suite vous disent « Ah, t'es possédé, t'es possédé !» Ouais, enfin, qui au bout de quelques années ne débloque pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, difficile à tirer une conclusion, je ne tire pas de conclusion d'ailleurs, c'est juste une histoire très triste. Et puis pour finir, toujours dans les possessions, c'est dingue parce que je me rends compte que ce qui me fait le plus peur finalement en termes de cinéma d'horreur est vraiment le cinéma qui s'inspire le plus de faits réels, donc c'est formidable. Mais il y a donc un film génial que j'ai vu dernièrement qui s'appelle Véronica, qui a été réalisé par le réalisateur des Règles justement, qui est assez brillant, surtout parce que c'est un film de cette nouvelle génération, mais qu'il ne suit pas justement cet hyper sensationnalisme, et qui joue assez sur les attentes, qui est plutôt bien amené, et je l'ai vraiment aimé en termes de film. Il m'a pas trop fait flipper, mais il est vraiment très intéressant. Et puis voilà, bah, j'aime à la fin quand ils disent oui, c'est inspiré de faits réels, donc du coup on se renseigne et puis on se rend compte que ouais, l'histoire est tout aussi intéressante et assez dingue en fait ce qui s'est passé à l'époque.
Donc on est dans les années 90 et c'est ce qui a été appelé l'affaire Vallecas. Donc la gamine dans le film est assez jeune, mais l'adolescente à qui c'est arrivé réellement s'appelait Estefania et était déjà adolescente, elle avait 18 ans. Et donc elle décide un beau jour de faire une séance de Ouija dans la cour de récré. Je trouve ça assez dingue comme idée en fait, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Donc elles se sont fait prendre par le directeur parce que c'était en plus une école catholique. Et donc le directeur est devenu complètement fou, il a pris le verre, il l'a brisé. Et en fait, il s'est passé un truc déjà à partir de là, alors c'est dans le témoignage, il se dit que quand le verre s'est brisé sur le sol, il y a comme une fumée noire qui est sortie, qui est apparue et qui est entrée en Estefania par son nez. Et que là, tout le monde a été choqué, le directeur le premier. Mais bon, après, voilà, la vie continuait, ils sont pas non plus attardés sur ça. Mais en fait, malheureusement, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que dans la maison d'Estefania, Estefania a commencé à se plaindre à ses parents de voir des silhouettes très longues et très noires qui lui apparaissaient dans la nuit et qui lui disaient viens avec nous, tout ça. Et bon, les parents à l'époque ne savaient pas trop comment réagir. Il y avait des bruits qui commençaient à venir aussi dans la maison, des choses assez inquiétantes, des portes qui s'ouvraient, des choses comme ça. Et puis après, le comportement d'Estefania a commencé à changer. Elle a commencé à devenir très agressive, elle avait des petites sœurs, des petits frères et sœurs. Elle était très méchante avec eux, très agressive. Donc face à tout ça, à tout ce qu'elle racontait, elle était vraiment obsédée par ces phénomènes. Ses parents ont décidé de l'hospitaliser. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de l'hospitalisation, ils se sont rendus compte aussi qu'il n'y avait pas grand chose de médical, mais ils l'ont quand même gardée. Et elle faisait des crises absolument hyper violentes. Et puis elle a fini par tomber dans le coma. Alors pour les médecins, c'est un mystère total. Ils ne savent pas du tout comment elle est tombée dans le coma. Et elle est morte très rapidement. Je me permets de vous raconter l'histoire parce qu'il se passe pas du tout ça dans le film en fait. Dans le film, c'est bel et bien une fois de plus inspiré de Ferrell, donc c'est pas tourné du tout comme ça. Donc je me permets de vous raconter cette histoire, n'hésitez pas à voir le film malgré tout. Mais ça ne s'arrête pas là. Estefania meurt, mais c'est pas fini. Ce qui se passe malheureusement, c'est que dans la maison, les phénomènes vont continuer. Donc outre le deuil d'avoir perdu leur fille, la famille est confrontée à ces phénomènes, finalement eux-mêmes, que leur racontait leur fille. Donc ils vont avoir tous les bruits violents, les portes qui s'ouvrent, les placards qui claquent, et puis ils vont finir par voir ces formes. Ils vont finir par entendre des voix, et parfois même des pleurs de jeunes filles justement dans la chambre d'Estefania. Et puis un jour, la photo d'Estefania qui était encore accrochée au mur tombe par terre. La mère va pour la ramasser et là, la photo s'embrase d'elle-même, tout le visage d'Estefania disparaît. Une nuit, puisque ça allait en cascade tout ça en fait, une nuit les phénomènes ont été intenses et hyper effrayants dans la maison, si bien que le père de famille a appelé la police en disant « Venez tout de suite chez moi, c'est hanté, on n'en peut plus ». Et ils sont sortis de la baraque et ils étaient en train d'attendre sur le trottoir à l'extérieur. La police est arrivée et moi j'aime bien quand la police intervient et qu'elle fait des rapports par rapport à des phénomènes paranormaux. Ça se faisait beaucoup, je pense que ça se fait encore mais on en parle beaucoup moins. Mais du coup le rapport de police est assez clair, c'est-à-dire que sur le coup, ils entrent donc dans l'appart, la famille refuse de les suivre, ils restent à l'extérieur. Et il se passe tout de suite des trucs, il y a des portes qui claquent, il y a des choses. Là ils se disent non, ils nous prennent pour des cons, ils ont truqué et tout, ils ont mis des fils et tout. Donc ils commencent à vérifier, il n'y a absolument rien. Et ils commencent à entendre des voix et voilà. Donc ils assistent vraiment à plusieurs phénomènes. Et donc le rapport de police dit bien qu'ils ont été confrontés à des phénomènes paranormaux et que la maison était bel et bien hantée. Et à partir de là, la famille se rendant compte que personne ne pouvait rien pour eux, ont décidé de déménager et apparemment à partir de là, c'était terminé. Il y a un autre film, et ce sera le dernier dont je vais vous parler, qui a été inspiré d'un fait réel. Il est un petit peu moins connu, c'est un film des années 80 qui s'appelle L'Emprise. Alors, dans ce film, en fait, c'est une jeune maman célibataire qui dit être agressée par des fantômes et violée par des fantômes. Et qui fait donc appel à des spécialistes pour qu'on l'aide. Cette histoire est donc inspirée d'un fait réel. L'histoire, par contre, est à peu près similaire. On est dans les années 70 et Kerry, qui est donc une jeune maman célibataire, dit qu'il y a 3 entités chez elle qui l'agressent en permanence et qui la violent. Il y a 2 spécialistes qui viennent donc chez elle assister au phénomène et ils assistent en effet à plusieurs phénomènes. Ils n'assistent pas à des viols, mais ils assistent à des phénomènes assez violents dans la maison. Ils assistent quand même à des projections d'objets et à ce qu'ils appellent même une sorte de brouillard verdâtre. Alors je sais pas trop à quoi ça fait référence parce que moi j'en ai jamais observé, mais en tout cas voilà, c'est sur leur rapport. Mais voilà, les spécialistes disent à Kerry que certes,
ils peuvent confirmer qu'il y a des phénomènes, mais ils peuvent pas aller beaucoup plus loin. Et qu'il est peut-être préférable soit qu'elle fasse appel à des prêtres, soit qu'elle s'en aille. Parce qu'il y a bel et bien des entités dans cette maison. Donc Kerry, je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas appel à des prêtres, mais décide plutôt de déménager. Malheureusement, eh bien, elle va déménager avec ces entités qui l'a collée finalement, qui étaient collées à elle et qui vont l'agresser et certainement la violer jusqu'à sa mort en 1995. Bon, on termine sur une note gaie, hein. Et d'ailleurs c'est pas évident de conclure là-dessus, je n'ai pas vraiment de transition. Alors je vais aller droit au but, hein, c'est plus simple comme ça. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si vous aimez les films d'horreur, quel film vous avez aimé, quel film vous a fait peur, quel film vous semble très réaliste. Voilà, partagez-moi vos impressions et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt.